Vous êtes sur El Magharibiya. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Espérons que vous avez passé tant bien que mal une belle journée. On a une pensée bien évidemment pour nos frères et sœurs en Algérie. On va revenir sur cette actualité qui domine l'Algérie malheureusement maintenant depuis plusieurs mois. Plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs décennies. C'est ce pays, c'est une question qui se pose, un pays qui se retrouve aujourd'hui et qui est comparé à une prison à ciel ouvert. On va revenir bien évidemment sur la situation des droits de l'homme, des droits humains, la situation des droits de l'homme. Je vous rappelle que vendredi dernier, l'Algérie, via son ministre de la Justice, a présenté son rapport lié aux droits humains donc, du côté de Genève. Alger, je vous le rappelle, je vous le disais hier, mais c'est bien de le rappeler encore ce soir, puisque Alger a été prié par les États-Unis, mais pas que, notamment le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple, de cesser, je cite, de harceler journalistes et défenseurs des droits. Voilà donc ce qu'a dit clairement ces différents pays dans le cadre de cette rencontre donc à Genève, au siège des Nations Unies. On va y revenir avec nos invités bien évidemment. Selon plusieurs sources, aujourd'hui le lanceur d'alerte qui se retrouve et qui se trouve actuellement en Tunisie maintenant depuis le mois d'août subit beaucoup de pression en Tunisie, notamment après l'annonce de sa convocation donc dimanche dernier devant le juge d'instruction du pôle spécialisé du côté d'Alger, Sidi Mohamed précisément, donc Zaki Hanaj, qui est aujourd'hui dans l'obligation de faire sa demande d'asile. On va revenir sur sa situation, mais une situation bien évidemment qui est comparée à plusieurs détenus d'opinion. Tout à l'heure, on verra certains détenus, une question qui se pose ce soir. Pourquoi en 2022, là où les nations, les pays se préoccupent des startups, se préoccupent notamment du sport, de la culture, de l'éducation, du savoir, d'une jeunesse. Chaque pays a sa jeunesse qu'il souhaite faire développer, faire avancer, notamment aussi avec ses réseaux sociaux, avec Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, vous connaissez beaucoup mieux ça que moi. Bien pourquoi en Algérie, le pouvoir passe son temps notamment à accueillir toute cette jeunesse, tous ces Algériens et ces Algériennes, politiques, journalistes, défenseurs, citoyens, tout à fait normaux dans leurs activités, j'ai envie de vous dire, eh bien les accueillent dans les tribunaux ou dans les prisons, notamment pour des procès liés à leur opinion, à leurs pratiques, à leurs convictions, notamment politiques. On va y revenir. Et puis le titre de l'émission qui va s'afficher, qui est affiché, merci Karim, qui est la société civile en Algérie. On va y revenir puisque hier, donc, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé l'ouverture des assises nationales de la société civile qui se tiennent sous le thème, je cite, on en parlait hier, mais on va y revenir, notamment sur cette question qui est la société civile, qui compose réellement ces assises qui ont commencé hier matin, qui se sont terminées aujourd'hui. Pour l'instant, nous n'avons aucun rapport, aucune conclusion, pas de perspective. Qui a participé aussi à ces assises, on va y revenir. Je cite donc la thématique, la société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle, avec, dit-il, a-t-il annoncé la participation de 700 représentants d'associations nationales, locales. Qui sont-elles? D'organisations, de syndicats. De quels syndicats il s'agit? Et puis de la communauté nationale à l'étranger. On n'en a pas beaucoup entendu parler. On va y revenir notamment du côté avec nos invités ce soir. Sur le plateau, le plaisir de l'accueillir, Lies Djebaili. Bonsoir, ingénieur économiste, militant politique. Hérakiste, bonsoir, Lies Djebaili. Bonsoir Chaban, je vous remercie pour votre invitation. Tahiyati, mes salutations à tous mes compatriotes et aussi mes salutations et grand merci à l'équipe de El Magharibiya qui couvre cette émission. Merci à vous. Merci infiniment pour votre participation. Dans quelques instants, on va venir nous rejoindre. Il est là dans une poignée de secondes. Azwa Chemrouk, donc militant politique. Et on devrait avoir notamment avec nous Gamal Abina, analyste politique, fondateur du mouvement des droits civiques. On va essayer de comprendre aussi avec lui, avec nos invités aussi, qu'est-ce qu'une société civile aussi, et puis que veut dire les assises, sachant que normalement, par expérience, en ayant déjà évoqué notamment ces thématiques dans le cadre de différentes émissions, les assises se préparent
plusieurs semaines, plusieurs mois en amont avec des questions, des problématiques, pour quel public, notamment alors que là, comme ça, de but en blanc, comme un cheveu sur la soupe, le Premier ministre nous annonce comme ça, en 48 heures, des assises avec près de 700 personnes. Avec nous donc Lies Djebaili, on va revenir bien évidemment. D'abord, je sais que d'abord vous militez pour les droits humains, vous avez droits humains, vous avez déjà bien évidemment écrit, coécrit, vous êtes rendu à plusieurs instances, notamment nationales, internationales. D'abord, la situation des droits de l'homme, encore aujourd'hui, on en parle avec cette gifle. Peut-être ce rappel à l'ordre à Genève, mais ce qu'on disait hier aussi, ce qui est malheureux, c'est qu'il faut attendre d'être à Genève pour que l'Algérie se fasse reprendre, en l'occurrence le ministre de la Justice. La voix des détenus, merci encore pour Chaban. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à tous ces détenus d'opinion qui souffrent de l'arbitraire. Il faut savoir que l'Algérie, via son ministre de la Justice, a reçu une grosse gifle. La grosse gifle. Tous les représentants des pays, l'Estonie, l'Allemagne, le Mexique, le Pérou, les États-Unis, la Hollande, le Luxembourg, ont critiqué, ont donné des recommandations d'abroger l'article 87 qui va à l'encontre des standards du droit international. Alors on peut toujours le rappeler, hein, ce n'est pas une fiction, le 87 bis, donc qui aujourd'hui, comme ça, d'un claquement de doigts, donc peut nommer, qualifier, attaquer n'importe quel individu de terroriste. D'ailleurs, hein, dans le cadre de cette rencontre vendredi matin, on a reproché à l'Algérie d'utiliser le mot de terroriste et de terrorisme comme ça, sous une exagération hors norme. Hein. Absolument, le régime algérien. Il est capable de rendre les 40 millions d'Algériens terroristes. Si vous faites une publication qui va à l'encontre du régime, vous pouvez être considéré, poursuivi de terroriste, acte de terrorisme. Donc, tout ce qui va à l'encontre du régime, c'est considéré comme terroriste. C'est-à-dire, si nous écrivons une publication, si nous parlons, si nous voulons exprimer quelque chose, nous pouvons être considérés comme des terroristes et poursuivis par le régime. Donc nous sommes des terroristes potentiels pour ce régime. Donc le 87 bis doit être abrogé. L'abrogation de cet article 87 bis qui est en train de causer des dégâts dans le pays. Au moment où, je le disais tout à l'heure en préambule, hein, au moment où les États protègent quelque part, essayent de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, de développement, les start-up, des budgets arrivent notamment dans certains pays, on essaye de donner la chance à toute cette jeunesse, essayer aussi de travailler, de sortir les personnes dans cette situation de chômage, un pouvoir d'achat qui baisse. Je le disais tout à l'heure, malheureusement l'actualité algérienne, en tout cas lorsqu'on s'intéresse à d'autres médias, hein, pas les médias notamment nationaux du service public en Algérie, on a l'impression de ne lire que des procès, des détenus d'opinion qui sortent, qui rentrent, qui... En fait, l'Algérie est vous l'avez justement très bien dit, l'Algérie est une prison en ciel ouvert. Le peuple est emprisonné, le peuple entier. Il est emprisonné par un régime qui n'a pas compris que ce peuple pacifique ne cherche que vivre dignement dans son pays et réacquérir sa souveraineté et vivre librement. Donc, alors que les pays développent leur pays, leur nation, consolident le tissu social, construisent des universités, renforcent le tissu de l'éducation nationale, le régime en train de réprimer toute une jeunesse, 70% du peuple algérien est réprimé complètement, aucun avenir, aucun espoir dans ce pays, c'est le mal-être. C'est le mal-être créé de toutes pièces par un régime qui n'a pas compris cette équation, à savoir qu'il est temps de passer
à la transition, c'est-à-dire une transition démocratique, et laisser ce peuple vivre librement. Nous voulons vivre librement dans notre pays, nous nous exprimons de façon libre et dans le cadre démocratique et dans le cadre des respects des lois. Voilà. Ce 87 bis, pour essayer un peu de comprendre, et puis les téléspectateurs aussi qui nous regardent, téléspectatrices et qui ne sont pas spécialement aussi spécialisés un peu dans la malheureuse situation que vivent les Algériens, notamment à ce niveau-là. On a tout de même un président de la République qui est là maintenant en place depuis 3 ans. On emploie des mots qui emploie le président du Conseil de la Nation, le président de l'ANP, main tendue, je ferai tout pour la démocratie, a dit le président Abdelmadjid Tebboune encore il y a quelque temps. Et puis d'un côté, on a notamment ces sanctions très sévères qui sortent d'un autre monde. Comment vous pourriez un peu qualifier ces deux rapports qui sont totalement à l'extrême? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Est-ce que le pouvoir a peur aussi peut-être de voir demain Hirak revenir, donc intimide notamment tous ces militants? Ce régime, en fait, donc, on va en venir par rapport aux assises de la société civile. Il a mis en place, il a installé l'année dernière l'Observatoire national de la société civile. Pour faire quoi? C'est pour promouvoir la citoyenneté et la pratique démocratique et les valeurs nationales. Logiquement. Logiquement. C'est pas ce qui se passe. Absolument. Elle est où la pratique démocratique? Est-ce que la société civile, est-ce qu'elle est libre? Non. Est-ce qu'on la laisse activer dans le domaine démocratique? Non. Avant d'y revenir, gardez vos propos. On va recevoir dans quelques instants Azoua Chamlouk, mais peut-être cette question que je vous propose de répondre juste derrière. Y a-t-il une stratégie? Y a-t-il un message quand même derrière ça? On a une main tendue à la fois, on a un président qui a envie de travailler, qui essaye de se redorer parfois une légitimité à l'international, notamment, on y revient, on peut y revenir, mais on en a parlé notamment avec cette histoire, cette rente mémorielle. Et puis à l'inverse, d'un côté, il y a toutes ces arrestations. Y a-t-il un message derrière? Il y a une incohérence? C'est un président qui est perdu? C'est un pouvoir qui a peur de son peuple? Le régime, quand on parle de Tebboune, en fait, on parle des décideurs derrière qui l'ont installé, forcément. Donc, pour moi, il joue la montre. Et l'installation de l'Observatoire national de la société civile, c'est pour la consommation extérieure, pour dire que l'Algérie est un pays, que le régime, l'Algérie, elle donne la place, elle donne un rôle très important à cette société civile. À la fois, on essaye de lui donner un rôle pour promouvoir la pratique démocratique, pour promouvoir la citoyenneté, pour promouvoir d'autres choses, et en même temps, on la réprime. Donc, la preuve, vendredi dernier, quasiment la majorité des intervenants ont critiqué l'article 87 bis qui a été conçu, confectionné, pondu sur mesure pour réprimer, tout simplement. Pour réprimer, tout simplement. Le Mchamel, on a vu la main tendue, le Mchamel, c'était juste une fausse piste pour essayer un petit peu de gagner du temps, pour essayer un petit peu de casser le Hirak. Mais in fine, le régime, il a peur de quoi? Il a peur du retour du Hirak. Parce qu'il sait que le Hirak, peut-être, il est en hibernation, je ne sais pas, mais il va revenir. Un Hirak qui bouge autrement, différemment. Oui, il bouge autrement, via les réseaux sociaux, il bouge. D'ailleurs, vous êtes là aussi quelque part. Tout à fait, mais il bouge, il n'y a pas que les terrains, il y a les réseaux sociaux, nous avons nos compatriotes, et je tiens à leur rendre hommage en Algérie, malgré la répression, malgré la surveillance qui est vraiment accrue de la police politique, mais quand même, ils sont sur le terrain, ils militent. Mais il y a une crainte tout de même qui est ce nouvel engouement, une nouvelle fois un engouement comme on l'a vécu en 2019. Vous savez, Pablo Neruda, il a dit, ce régime, Pablo Neruda, il disait que peut-être ils vont couper les fleurs, ils ne pourront jamais arrêter le printemps. Notre révolution va partir. L'émission n'est pas terminée, on aurait pu terminer là-dessus. 19h15 minutes. On va écouter ici Razir Zouaoui qui est sorti de prison. Vous allez voir, il parle d'un calvaire, quartier des condamnés à mort. La prison de Qléa, exactement, on meurt à petit feu. Il parle d'isolement. Tendez l'oreille, c'est un citoyen algérien, ni plus ni moins, qui sort aujourd'hui de prison.
C'est un calvaire. La prison de Qli'a, j'ai fait d'autres prisons, puis j'ai été transféré suite à ma grève de la faim. Donc j'étais sanctionné d'abord à l'isolement, ensuite pendant 4 jours on m'a transféré sur Chelif, dans le quartier des condamnés à mort. J'étais aussi dans l'isolement pendant 23 jours. Et j'ai laissé Zarir, comment ça se passe. Dina ou Firdé, c'est autre chose. C'est une mort lente. C'est vrai qu'on dit en prison on vivote, on ne vit pas, mais à Qli'a on meurt à petit feu. On meurt à petit feu. C'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant ce ne sont pas des gens qui méritent d'être embastillés. Ce ne sont pas les gens qui méritent d'être emprisonnés. Ce sont les gens les plus nobles de la Kabylie. Ce sont les gens les plus honnêtes de la Kabylie qui sont actuellement à Qli'a et qui endurent encore ce calvaire. Et je leur souhaite de tout cœur leur libération. La libération, voilà, le plus vite possible. Ben écoutez, non, ils ont un très très bon moral. Hein. On a toujours un très bon moral. C'est vrai que moi-même, j'ai perdu la moitié de mon poids. J'avais 110 kilos, maintenant j'ai 60 kilos. صراحة زقن قلوزيني ومشى ينرنا وزقن تقبالي ثيو كش ما ذا قبالي فهذا قبالي رزقن. Voilà, Razir Soaoui, ce jeune monsieur algérien de la région de Kabylie. Azouaf Chemnour, bonsoir, merci d'être parmi nous. Je sais, j'en suis conscient, que les embouteillages dans la région parisienne causent aussi des difficultés. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé auparavant dans cette Viente. Bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à Aliès, bonsoir aux téléspectateurs et je tiens à m'en excuser encore une fois pour le retard dû aux bouchons sur la région parisienne. Je vous en prie. On parlait tout à l'heure, bien évidemment, de vendredi matin. C'est toujours d'actualité, même si on en a parlé, mais c'est important de le rappeler, puisque je disais aujourd'hui, est-ce que la prison ne devient pas de plus en plus cette prison à ciel ouvert? On est en 2022, les réseaux sociaux, plusieurs pays sont en train de se battre contre le pouvoir d'achat qui baisse. On a une crise économique, on a une grande partie des États essayent de mettre des moyens pour des start-up, faire évoluer la jeunesse, développer des infrastructures, la culture, les universités. On a aujourd'hui un lanceur d'alerte qui est malheureusement piégé parce qu'il aime son pays, il aime l'Algérie et qui se retrouve en Tunisie, qui l'oblige aujourd'hui à faire sa demande d'asile puisqu'il est convoqué, il a été convoqué donc notamment pour dimanche dernier devant le juge de Sidi Mohamed du côté d'Alger. On a une situation à Zouaou, chez Malon, des Algériens, des Algériens en termes de détenus de droits humains qui devient de plus en plus complexe, si le mot est peut-être pas assez fort. Oui, bien sûr, de plus en plus insoutenable et intenable. Mais il faut savoir une chose, c'est que, comme a dit j'ai oublié le nom de l'écrivain, c'est-à-dire que celui qui fait une demi-révolution creuse sa propre tombe. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement quand le peuple s'est soulevé en 2019. On n'a pas su malheureusement traduire ça en politique et essayer de constituer un rapport de force pour empêcher ce genre de situation et ce genre de dégradation des droits humains qu'on vit aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est que le pouvoir il est dans sa logique, c'est qu'il est dans son rôle. Il doit, enfin, je l'explique, mais je ne le comprends pas. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire... Vous prenez les mots de la bouche. De quelle logique? Si on essaye de comprendre un peu la situation en profondeur, si on se met à la place du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Justice, de l'Intérieur, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête? On a un peuple pacifiste, qui s'exprime comme tous les peuples du monde aujourd'hui. Je sais pas, vous êtes jeune, les réseaux sociaux, ça vous connaît. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi cette volonté de dominer, de peut-être persécuter? Est-ce que c'est le bon mot? De réprimer? Il est dans sa logique, c'est que dans sa logique de se maintenir. Et il est dans une logique de tout sécuritaire, c'est-à-dire qu'à des réponses, pour répondre à des problématiques économiques, sociales et politiques, on répond par le tout sécuritaire. C'est-à-dire, quand je disais que le pouvoir il est dans sa logique, c'est que il doit se maintenir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand il juge les militants qui sont innocents, qu'ils ont fait que
relier des informations, que exprimer une opinion sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment un acte de violence caractérisé. Mais en quoi ça fait peur à un pouvoir qui est là, qui est en place depuis plusieurs années? Il doit juger, c'est-à-dire, vous savez, c'est que le mur de la peur, il doit s'entretenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est construit, parce qu'en 2019, le pouvoir a vu le mur de la peur qui était du côté du peuple se fissurer, s'ébranler. Donc, ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire, c'est de reconstruire ce mur de peur. Le peuple doit toujours avoir peur, doit avoir cette crainte, et cette crainte ou cette peur doit être entretenue. Et aujourd'hui, le pouvoir algérien, elle entretient cette peur. Il ne faut pas que la peur change de camp. Il ne faut pas que la peur, c'est-à-dire traverse vers le camp du pouvoir. Et je disais par rapport à sa logique qui est le tout sécuritaire, quand il juge les innocents militants, et il doit les juger, pourquoi? Dans sa logique. Sinon, c'est lui qui sera jugé. Vous voyez, pour lui, il est dans une logique guerrière, c'est-à-dire que pour lui, la justice, pour nous, qui sommes militants des droits humains, des libertés, de la démocratie dans toutes ses formes et de liberté dans toutes ses formes, nous voyons la justice comme garante de la paix civile. Nous voyons la justice comme réparatrice des torts. Mais pour le pouvoir, c'est un atout de guerre, c'est un instrument de guerre. Parce qu'au fait, il a vu le pacifisme d'un peuple. Nous, le peuple était pacifique. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'essence de responsabilité. Il avait dit, et le peuple, quand il est sorti d'une manière pacifique, c'est justement l'avenir de ses enfants et l'avenir du pays qui est en jeu. Donc il doit vraiment préserver ce pays parce que de surcroît, on a vécu une décennie noire dans tout ça. C'est juste, pour finir ma logique, le pouvoir n'avait pas vu le pacifisme du peuple, c'est-à-dire n'avait pas pris comme un message politique et de dire que ce peuple nous offre une opportunité, une aubaine pour aller vers un changement graduel et pacifique, mais non, il a choisi le chemin de la dureté et l'a vu comme un atout de guerre. C'est-à-dire que pour lui, le pacifisme d'un peuple, il l'a pris pour une faiblesse, donc il doit entretenir cette faiblesse et cette peur, sinon c'est lui qui sera jugé, c'est lui qui sera condamné. Bon, néanmoins, maintenant, depuis 2019, les ONG bougent. Le Parlement européen bouge tout de même. On a eu 2-3 sorties en France où ça a bougé. On rappelle la totale discrétion, voire l'absence du président français sur ces questions des droits humains, puisqu'il avait réagi en 30 secondes en disant que le président algérien était sensible, qu'il ne voulait pas parler d'ingérence et qu'il était sensible à ces questions des droits humains. Donc on voit tout de même que depuis 2019, il y a des réactions. Bon, les militants, j'en parle même pas. Genève, l'ONU, des ONG. Est-ce qu'à un moment donné, ça va bouger dans le bon sens pour le peuple algérien? Est-ce qu'il y aura-t-il un réveil? Bon, même si c'était Genève, il faut attendre des pays étrangers alors que le peuple scande à la liberté. Est-ce qu'à un moment donné, ça va bouger du côté du pouvoir algérien ou statu quo et il n'y aura pas d'effort dans ce sens? En fait, le régime ou le pouvoir algérien, il est en phase panique. Il panique, il n'a pas de solution à proposer. C'est ça, en fait. Donc, dans sa besace, il ne propose pas de solution. La seule solution qu'il a, c'est le tout sécuritaire. Donc, il sait, je pense, ils doivent avoir des consultants ou des experts ou des conseillers de dire qu'on ne peut pas tenir un peuple en réprimant davantage. On ne peut pas tenir le peuple de façon outrancière. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, quasiment toute personne qui relaie une information sur les réseaux sociaux, il est passible, il peut être qualifié comme terroriste. Imaginons si les 44 millions d'Algériens vont passer par les réseaux sociaux, ils peuvent être catalogués ou labellisés ou qualifiés comme des terroristes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je laisse réagir Azouao Chamouk là-dessus. Est-ce que ça va bouger à un moment donné dans le mauvais sens? Est-ce que le président de la République, son gouvernement vont dire bon bah ça va, on essaye un peu de calmer le jeu sur cette liberté d'expression et sur ces arrestations? Il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir, il ne s'arrêtera jamais s'il n'y a pas de rapport de force constitué dans la rue. Ou bien, s'il n'a pas garanti
son maintien. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, deux éléments qui peuvent justement modifier ou changer le rapport de force ou peut-être la feuille de route du pouvoir. C'est la mobilisation dans la rue, la mobilisation populaire, comme on l'a vu en 2019, sauf que cette fois-ci, il doit vraiment être traduite politiquement, avec vraiment une organisation politique, soit c'est je disais le rapport de force, où voilà, donc il y a ces éléments-là qui peuvent pousser le pouvoir à changer sa feuille de route concernant cette répression. Mais sinon, s'il n'y a pas ces éléments-là, le pouvoir va continuer dans sa logique. C'est-à-dire que si son maintien n'est pas garanti, et aujourd'hui il n'est pas garanti, parce que quand il voit l'évolution dans la société, c'est-à-dire qu'il emprisonne à chaque fois, il libère 10, 15, il emprisonne une vingtaine, donc il se sent qu'il n'est pas, c'est-à-dire que son maintien n'est pas garanti, donc il doit y aller donc dans la répression jusqu'à ce qu'il garantisse son maintien. Alors Elias Djebali, vous allez répondre, et en même temps je vous lance aussi une question avant qu'on passe aussi à ces assises, ces 48 heures. Donc je le rappelle, Zaki Hanech est en Tunisie maintenant depuis le mois d'août. Il a été donc convoqué notamment pour dimanche dernier, c'était le 13 novembre, devant le juge d'instruction donc à Sidi Mohamed du côté d'Alger, fait qu'il a obligé à faire sa demande d'asile. On sait qu'en France, état de droit, démocratique, on peut en débattre, mais il y a tout de même une base là-dessus qu'on ne peut pas nier. La justice française a refusé d'extradier notamment Amir DZ. Voilà, par exemple, beaucoup de mandats d'arrêt internationaux ont été demandés, notamment à Farhat Mahni, président du MAC, entre autres. La France, c'est une chose. On connaît les relations avec la Tunisie et l'Algérie, hein, c'est deux présidents tout de même qui s'apprécient. On ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, on a une soixantaine notamment d'associations, d'organisations, d'ONG qui appellent la Tunisie à ne pas expulser le lanceur d'alerte, Zaki Hanech. Est-ce qu'on pourrait penser demain que la justice tunisienne extradie Zaki Hanech? Il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression et je me réjouis que ces 60 ONG ou associations qui militent pour éviter l'expulsion du lanceur d'alerte Zaki Hanech, parce que la Tunisie, à tout moment, comme c'est entre guillemets, c'est l'arrière-chambre de l'Algérie, donc le Kais Saïed aussi, il peut être enclin à expulser Zaki Hanech. Donc il faut mettre la pression, il faut qu'on soit vigilant, il faut vraiment redoubler davantage de pression pour éviter l'extradition ou l'expulsion de Zaki Hanech, parce que la Tunisie, qu'on le veuille ou pas, non, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État de droit, ce n'est pas un pays démocratique. À tout moment, il peut céder sous la pression du régime d'Alger. Donc il faut savoir que, voilà. D'autant plus, excusez-moi Elias, d'autant plus qu'on a vécu un antécédent dans ce cas, c'est-à-dire c'était l'extradition de Slimane Bouhafs, qui était réfugié politique en Tunisie. Bon, on appelle extradition officiellement, mais c'était... Pour nous, militants politiques, on sait très très bien que c'était un kidnapping qui s'est déroulé pour le pauvre Slimane Bouhafs. Donc moi, de fortes craintes qu'on extradie Zaki Hanech, et toute ma solidarité par rapport à son cas, mais malheureusement, ça reflète la situation actuelle algérienne, où les militants ils sont poursuivis, ils sont pourchassés, et il y a une chasse aux sorcières de toute voix discordante au pays, que ce soit en emprisonnant, que ce soit forcer à l'exil des gens. Et malheureusement, c'est ce qui peut caractériser un seul mot qui peut caractériser la situation, c'est la dictature aveugle. 19h30, bienvenue si vous venez nous rejoindre sur Microscoop. On va regarder ces quelques images, notamment quelques portraits des détenus qui ont été libérés, des unes de presse, et on va passer notamment à la deuxième partie autour de ces assises. Quelque part, peut-être cette main tendue, un Premier ministre qui nous annonce notamment 48 heures où se sont réunis la participation de 700 représentants, associations nationales, locales. Qui sont-elles? D'organisations, de syndicats, qui sont-ils? Et on nous parle même d'une communauté nationale à l'étranger
Nos invités font partie de la diaspora puisqu'ils sont à Paris. On leur demandera dans quelques instants, je leur demanderai est-ce qu'ils ont été conviés quelque part à ces assises. Voilà, soyez les bienvenus sur Microscope. Lies Djebaili sur le plateau, ingénieur économiste, militant politique, et Azwaou Chemrour, pareillement, Hirakis, militant politique. Alors, ces assises nationales de la société civile, avec ce thème, la société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle. Selon vous, qui est la société civile en Algérie, puisque les jeunes apparemment ne sont pas conviés, on ne sait pas de quelle association parle-t-on, des partis politiques non plus n'ont pas été conviés à l'organisation en amont. Lies Djebaili, pour commencer. Pour commencer, au fait, donc, on va remonter un peu le cours de l'histoire, que les assises de la société civile pour l'édification de l'ONC, dans cette Algérie nouvelle, c'est l'Observatoire national pour la société civile. Donc nous savons qu'en principe, dans un état de droit, c'est pour promouvoir la citoyenneté, la pratique démocratique et les valeurs nationales intrinsèques du pays, de la nation. C'est ces trois éléments. Donc on a vu le Premier ministre qui... dans un discours qui loue. En tout cas, l'idée est positive. Hein. L'idée, certes, elle est positive. Les annonces, les mots sont positifs. Tout à fait. Il faut savoir que l'Observatoire national pour la société civile est un organe consultatif. C'est-à-dire, il l'a activé en décembre 2021, en activant l'article 213 de la nouvelle Constitution de 2000. Voilà. C'est 213 dans la Constitution. Il a activé en application. Ça lui a permis de mettre en place l'Observatoire national de la société civile. Quand le Premier ministre il dit c'est un acquis pour qui? Pour le peuple ou pour le régime? Quand il dit c'est un jalon qui va donner une vision du rôle de la société civile dans le cadre d'un développement. Mais quelle société civile? Cette société civile est-elle libre? Cette société civile active-t-elle? Justement, la question que je vous posais, de quelle société civile il s'agit là? Est-ce que c'est les personnes, les fidèles proches du pouvoir? Est-ce que c'est un casting sélectionné, comme le disait hier Maître Nabil Asmaïl? On a aussi Jamel Guessou qui disait clairement que le Premier ministre prenait les Algériens pour des imbéciles et des rigolos. Hein, je pense que c'était les bons termes. Eh bien, il y a 700. Il y a 700, on est d'accord. Il y a le président. Il y a 50 membres et 700 représentants d'associations civiles et aussi reconnues d'utilité publique. Quelles sont ces associations en Algérie qui sont reconnues d'utilité publique? Et certaines aussi compétences nationales faisant partie de la société civile. Quand on parle de compétences nationales de la société civile, on va dire des médecins, des ingénieurs, des juristes, est-ce qu'ils cautionnent tout ça? Sachant que la liberté, elle est réprimée en Algérie. Donc pour moi, tous ces représentants qui se sont réunis à Alger, c'est la première édition de l'Observatoire national de la société civile, quasiment, c'est un casting trié sur mesure
par le régime pour faire vendre, pour la consommation extérieure à l'international et aussi pour adoucir un peu l'intérieur. Mais je ne vois pas où est la place de la société civile. Le peuple, il est réprimé. Il y a 2 sociétés civiles en Algérie pour commencer, puis après on essaiera de comprendre quel est le but un peu de ces 48 heures. Donc il faut savoir une chose, c'est que je disais tout à l'heure que le pouvoir suit sa logique. Et justement, la création de cet observatoire pour la société civile rentre dans cette logique de totalitarisation du pays. C'est-à-dire que toute voix discordante doit être réprimée. En contrepartie, on doit créer quelque chose, une alternative. C'est ce qu'il a fait avec les partis politiques, c'est ce qu'il a fait avec les institutions, c'est-à-dire que il réprime, il dissout des partis politiques d'un côté pour promouvoir d'autres. Et la société civile, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'au même moment qu'il appelle aux assises de la société civile, il y a des associations qui prônent un discours contraire à celui du pouvoir, qui sont menacées de dissolution ou même dissoutes. D'ailleurs, on rappelle que Rage passe demain. Allez-y. Donc Rage demain est devant le Conseil d'État. Notamment, on l'espère que le Conseil d'État décidera leur réhabilitation concernant leur activité. Excusez-moi. Il faut rappeler aussi le Conseil de l'État, c'est la haute juridiction, tout ce qui concerne l'administratif. Enfin, je pense même ici en France, c'est pareil. Donc il est dans sa logique, il doit bien, quand il réprime, quand il est dans sa logique de musellement de toute voix discordante, il doit lui créer une alternative. Et aujourd'hui, la société civile, donc il a muselé toute la vraie société civile qui était là pour promouvoir les droits humains, c'est-à-dire la société civile, elle est vraiment exhaustive, hein, c'est-à-dire qu'elle peut toucher à la démocratie, elle peut toucher à la culture, au sport, voilà, à tout ça. Donc il doit c'est-à-dire proposer une alternative, sa propre société civile. Et le pouvoir, il a créé même sa société parallèle. C'est-à-dire rappelons-nous les élections de 2019, c'est qu'il est sorti avec des chiffres comme quoi il avait une base sociale qui avait voté. Le référendum d'ailleurs aussi a fait parler de lui. Il y avait une société qui avait voté pour lui. Donc il a un pouvoir qui invente une société parallèle, trouvera pas de mal à inventer une société civile parallèle. Et justement, juste pour finir, cet observatoire de la société civile, moi je pense qu'il a été créé, ces assises de manière générale, ils sont créées d'abord pour mieux contrôler l'opinion publique, c'est-à-dire dans une logique de police politique. C'est-à-dire qu'il va mieux contrôler la société civile, les associations qui opèrent dans la scène algérienne. Et puis, il y a des élections de 2024. Tebboune, je pense qu'il est, sur certains aspects, il est sur les traces de Bouteflika. Il veut chercher un capital sympathie au sein de la société algérienne pour avoir un rapport de force en sa faveur concernant les militaires, ce qu'avait fait Bouteflika contre les militaires. C'est-à-dire qu'il avait un capital sympathie au sein de la société pour pouvoir le faire valoir contre les militaires. Et Tebboune, je pense qu'il est en train de faire la même chose pour le faire valoir contre les militaires en 2024, pour peser dans l'échéancier, dans l'échéance de 2024 qui arrivera. Et sachons une chose, c'est que entre les acteurs du pouvoir, il y a des guerres par rapport à 2024 et Tebboune veut s'imposer comme un incontournable par rapport à 2024. On y reviendra, une réaction rapidement. Je voudrais donner la parole à Gamal Abina, il est 19h40, il nous reste rapidement, très peu. Quand le Premier ministre dit c'est pour la promotion, c'est l'élaboration d'un long process. L'édification, il parle, l'édification d'un long process, l'élaboration d'un long process pour renforcer le tissu institutionnel. Il le dit. Le deuxième point, il dit c'est suite à des réunions et des conférences organisées à travers les wilayas. Moi, je n'ai pas vu des réunions à travers les wilayas et qui sont organisées et des conférences. Toute réunion pacifique, elle est réprimée. D'ailleurs, la représentante, la déléguée de l'Estonie, elle a recommandé de libérer la parole, de libérer la liberté d'expression et d'autoriser les réunions pacifiques.
C'est vrai que c'est des réunions qu'on n'a pas vues. Alors, c'est des oui, contradictions. on va donner la parole à Gamal Abina. Gamal Abina, bonsoir, analyste politique, fondateur du mouvement des droits civiques. Oui, bonsoir. Donc, le sujet étant la société civile. Merci Gamal Abina. Ah, voilà, on vous retrouve rapidement. On aura le plaisir de vous réinviter. Le temps passe vite, mais comme ça, en 5 minutes. D'abord, une société civile pour vous, point d'interrogation. Et puis, si je ne me trompe pas, des assises, logiquement, ça se prépare aussi en amont, des rencontres de quartier avec des associations, des partis politiques, essayer de faire ressortir des problématiques qu'on met justement sur la table lors de ces assises, et puis après faire un bilan. Vous m'arrêtez si je me trompe. Alors là, qu'on a un Premier ministre qui nous annonce comme ça, de but en blanc, 48 heures d'assises. Alors oui, c'est vrai que normalement, ce genre d'assises s'organise en amont avec une consultation locale, puis régionale, puis nationale. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi on convoque une société civile en Algérie. C'est parce qu'il se trouve aujourd'hui que la société civile algérienne existe. Elle existe depuis le Hirak. Elle s'est exprimée, elle a obtenu quelques avancées, pas suffisantes. Et c'est vrai que le gouvernement donne le sentiment qu'il a envie d'écouter la population. Alors le problème, c'est la méthode n'est pas évidente puisque ça fait 60 ans que l'Algérie est dans une direction politique plutôt autoritaire et qu'aujourd'hui l'ouverture qui est, semble-t-il, voulue reste une ouverture avec de faibles moyens et une tradition très faible de connaissance de la société civile algérienne. Elle s'est exprimée 2 fois, cette société civile. Une première fois en 88, malheureusement dans les conditions que l'on connaît, de violence extrême qui a ouvert au multipartisme, et une seconde fois avec le Hirak où on a obtenu quand même près de 20 millions d'Algériens dans les rues, tous d'accord pour dire que le système doit changer, que la vieille garde doit disparaître et que l'Algérie doit se moderniser, se démocratiser et généraliser effectivement la distribution des richesses pour tous. Donc la société civile algérienne existe, mais malheureusement, c'est vrai que... Mais est-ce que c'était... Vous dites donne un sentiment, le président Abdelmadjid Tebboune donne un sentiment de vouloir inclure, faire participer la société civile. Et vous faites un parallélisme avec 2019. Est-ce que c'est la même société civile ou est-ce que... Et tout à l'heure, je lisais notamment un internaute sur les réseaux sociaux qui disait que la société civile, notamment sur ces assises, c'était le sceau électoral du pouvoir, point d'interrogation. Alors en Algérie, rien n'est jamais clair. C'est-à-dire qui fait quoi, comment on le fait. On sait qu'il y a toujours effectivement un pouvoir et puis un sous-pouvoir et puis des pouvoirs économiques qui interviennent directement ou indirectement. Et c'est vrai que de dire que le peuple algérien aujourd'hui a la parole, c'est difficile à entendre. La démocratie n'est pas totale, loin s'en faut. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que le peuple algérien a démontré une maturité extraordinaire, vraiment à nul autre pareil, puisque depuis 2011, la plupart des pays arabes sont quasiment dans le chaos, sauf le peuple algérien qui a su montrer qu'il était mature. Maintenant, est-ce qu'il est entendu? C'est un autre débat. Je pense que ça va progresser, je l'espère. Je reste un véritable optimiste vis-à-vis de la population algérienne à laquelle j'ai toujours cru. Et j'espère qu'effectivement, le gouvernement algérien, sachant que le Hirak est toujours sous-jacent, il n'a jamais disparu, le peuple aspire à des changements réels, j'espère que le gouvernement fera en sorte de l'écouter de façon un peu plus sérieuse. Aujourd'hui, il semble mettre en scène une société civile avec des assises. Est-ce que ça va apporter ses fruits? Ça, c'est un autre débat, mais j'ai envie de dire que sur d'autres cieux... Mais selon vous, Gamal Abina, 1 minute 30 encore avec vous, selon vous qui êtes d'abord qui vous intéressez aux questions internationales, qui connaissez aussi le pays, avec votre expérience, qui sont ces associations, cette communauté internationale d'ailleurs, puisqu'on nous parle aussi de la participation de la communauté nationale à l'étranger, qui sont ces participants et est-ce qu'en amont vous avez vu des choses passer, des réunions, des photos, des vidéos de réunions entre le gouvernement, les walis, les quartiers, la population, la jeunesse? Alors vous savez, je vais être très clair avec vous, là ça va pas plaire ce que je vais dire. Mais ces associations, parce que la communauté algérienne à l'étranger est très peu organisée, et encore moins en France d'ailleurs, c'est quasiment inexistant. Et les rares associations qui en représentent qu'elles-mêmes, il y a à peu près 5-10 membres par association, c'est ce que j'appellerais des khobzistes. Des gens qui ont toujours été à la gamelle, qui sont toujours aux réunions du 1er novembre pour aller voir ce qui s'y passe, mais qui, sur le terrain réel, ne font pas grand-chose. Les véritables... Mais est-ce que selon vous, elles ont été sollicitées? On essaye vraiment de comprendre aujourd'hui ces 700 représentants, qui sont-ils? Parce que nous, on a du mal à avoir des noms d'associations, des représentants, des invités. On a vraiment du mal aussi à avoir des vidéos de rencontres, des photos de débats en amont sur plusieurs semaines, plusieurs mois en amont de ces 48 heures. Est-ce qu'on a eu des éléments selon vous?
Il n'y a pas d'éléments, c'est de la mise en scène très souvent. Malheureusement, je le déplore, l'Algérie a 60 ans de dirigisme total. Il faut du temps pour qu'une société civile organisée, elle existe, mais organisée, apparaisse. Mais il reste toujours ces anciennes associations qui étaient à la gamelle à l'époque et qui continuent à s'exprimer comme si de rien n'était, alors qu'elles ne représentent qu'elles-mêmes. La société civile algérienne existe, mais pas la société civile associative indépendante. Aujourd'hui, on n'a que les anciennes structures qui ne représentent rien, malheureusement. Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes. Merci d'avoir pris, fondateur du mouvement des droits civiques. Messieurs, il nous reste encore 7 petites minutes. Voilà, vous avez la parole tous les deux. Revenons, quand vous parlez tout à l'heure des représentants de la communauté nationale à l'étranger, sachant qu'il y a 4 représentants, moi j'aimerais bien savoir les noms de ces 4 représentants qui sont choisis par Tebboune. Hein. Ils sont choisis. Donc les 4 représentants, nous faisons partie de la diaspora, nous militons, nous nous connaissons. Mais en tout cas, Paris n'a pas été sollicité. Absolument. Ils ont été choisis par Tebboune en sous-marin pour représenter, pour cautionner un casting ou une mise en scène ou une pièce théâtrale. Non, il faut être honnête et dire que oui, nous sommes pour la promotion de la pratique démocratique, oui, nous sommes pour la promotion de la citoyenneté, les valeurs nationales de notre pays, oui, l'Observatoire national de la société civile est un acquis dans le cadre d'un état de droit, mais il faut savoir que cet observatoire national de la société civile, forcément, il doit être infiltré à fond. C'est lié peut-être à cette difficulté, à ce degré d'illégitimité. C'est vrai que dans certains pays comme la France, on a vu parfois des chefs d'État aller à la rencontre de plusieurs villes organisées dans des endroits très particuliers avec des représentants, etc. Bon là, c'est vrai qu'on dit clairement, on n'a pas vu un président de la République algérienne au cœur d'une foule, à débattre, etc. C'est impossible aujourd'hui pour le pouvoir algérien d'aller se confronter vraiment à la réalité du terrain. Oui, à la vraie société civile ou à la vraie population. C'est-à-dire que sans maquillage, sans scène théâtrale, le pouvoir, enfin Tebboune ne pourra jamais s'offrir un bain de foule. Ça, si on parle de cet aspect-là. Mais moi, excusez-moi de le dire trivialement, mais moi, je m'en fiche éperdument que Tebboune appelle la société civile ou la communauté établie à l'étranger pour participer à ces assises, parce que moi-même, je ne reconnais pas Tebboune à la tête de notre pays, parce qu'elle est issue, c'est-à-dire par une volonté militaire. C'est les militaires qui l'ont placée et non pas la volonté du peuple algérien. On a vu le forcing qui a été opéré le 12-12-2019. Donc pour moi, qu'ils fassent leurs assises, qu'ils appellent leurs associations, d'ailleurs que même les associations établies à l'étranger, ils ne sont même pas représentatives, ils ne sont même pas légitimes. Je leur lance un défi, ces associations qui prétendent être représentatives de la diaspora, je leur lance un défi de venir expliquer, c'est-à-dire leur entreprise à la population sans avoir... c'est-à-dire en toute spontanéité, le dimanche par exemple. Le dimanche à la place de la République, si on peut le dire comme ça. C'est pas possible. Et j'en suis sûr que ce ne sont pas des activistes ou des militants qui ont participé au mouvement de la diaspora pendant 2019. Donc pour moi, tout ça, je vous le disais, c'est que c'est le pouvoir algérien qui essaye de chercher une société civile. Il a fabriqué une base sociale, donc il n'a pas de mal à se fabriquer une société civile pour y aller dans sa logique totalitaire où toute voix discordante doit être réprimée. Et voilà. Les perspectives, messieurs, maintenant avant de se quitter, on a vu tout de même une marche présente pour le 1er novembre 54, qui est de la continuité du Hirak, puisqu'on a vu tout de même depuis 2019, les Algériens ont retrouvé une certaine citoyenneté, puis ont retrouvé une attirance, une attractivité, excusez-moi un peu du terme, en tout cas pour ces dates importantes, le 17 octobre, le 5 octobre, entre autres le 5 juillet, 1er novembre, c'est de continuer à les mobilisations. On parlait de Zaki Hanech tout à l'heure. Il faut continuer le travail militant pour libérer notre pays. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à militer. Les résultats, le triomphe se fera sur le long terme. J'ai pas vu une révolution
qui donne ses fruits sur le court ou le moyen terme. C'est généralement les grandes révolutions, c'est sur le long terme. Donc il faut mobiliser davantage, il faut dénoncer ce régime davantage, il faut consolider nos efforts, il faut récupérer le rapport de force. Le rapport de force, finalement, c'est une variable d'ajustement. Certes, sur le terrain, nous ne l'avons pas, mais cette variable d'ajustement, tôt ou tard, la courbe va s'inverser. Donc, il faut continuer. Donc, nous devrions rester debout parce que le pays nous attend, parce que les attentes du pays, c'est très important. Il y a tout un peuple. Il faut libérer l'Algérie, il faut libérer le citoyen algérien. Un peuple debout aussi avec d'autres conditions. Pareil, la dernière petite minute avec vous. Oui, donc je commence déjà par un petit aperçu historique. Pardon. Il me reste une minute. C'est que Katb Yassine disait des événements de 45 comme quoi ils avaient cimenté son nationalisme. Et moi, je reste persuadé que 2019 a cimenté, c'est-à-dire une certaine conscientisation politique c'est-à-dire dans le peuple algérien. Sauf que maintenant, il faut vraiment apporter du politique dans les revendications et dans notre contenu. Du contenu dans notre lutte, pardon. Donc il faut c'est-à-dire savoir essayer de s'organiser, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qui fait peur au pouvoir, c'est l'organisation. Il faut qu'il reste le pouvoir, bien évidemment, il faut qu'il reste la seule force organisée. Il ne faut pas que l'autre camp soit organisé. Donc avec le politique, on pourra s'organiser, et avec l'organisation, on pourra conscientiser la population. C'est le travail que vous menez. Merci infiniment, Algérie, qui est la société civile. Azouaf Chemlouk, merci d'avoir été avec nous. Lies Djebali, merci. Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe en régie. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Othman, normalement, pour El Umq. Bonne soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Je l'espère. Prenez soin de vous.